Un chiffre s'effondre tandis qu'un autre s'accélère, et c'est ainsi qu'un pays entier bascule en une nuit. 2 années de promesses figées se heurtent soudain à des mois de tension ascendante, révélant une fracture que plus personne ne peut ignorer. Que signifie, pour vous, un basculement aussi abrupt lorsque le nom d'Ibrahim Traoré circule déjà dans l'imaginaire régional comme un repère implicite de rupture, car si tout change si vite, alors l'histoire qui suit pourrait révéler bien plus qu'un simple renversement. La transition ouverte à Bissau s'accompagne d'une promesse implicite, restaurer un cadre capable de protéger, d'arbitrer et de fonctionner. Une exigence simple mais décisive pour un pays épuisé par des années de dérive institutionnelle. Cette attente se résume en un bénéfice clair, retrouver un État qui répond, 10 mots qui condensent l'urgence collective. Mais derrière cette promesse se cache un risque majeur. Si les premiers gestes manquent de cohérence, la population pourrait interpréter la transition non comme une réparation, mais comme une répétition d'un cycle de rupture de plus en plus profonde. Les observateurs régionaux scrutent déjà chaque décision, car dans un Sahel traversé par des reconfigurations accélérées, les signaux envoyés dans les premiers jours pèsent autant que les actes eux-mêmes. À ce moment, une question surgit. Et si la transition échouait précisément parce qu'elle prétendait tout résoudre trop vite? Cette question hante autant les institutions que les citoyens, car l'équilibre entre espoir et méfiance demeure précaire. Ce sont ces enjeux, lourds mais incontournables, qui détermineront la trajectoire réelle du changement. La première révélation tient en une évidence longtemps ignorée. La crise n'a pas éclaté en quelques semaines, mais après plus de 3 ans d'accumulation silencieuse, où chaque tension institutionnelle déposait une nouvelle couche d'instabilité. La seconde, plus discrète, mais tout aussi révélatrice, montre que l'explosion n'a eu lieu qu'au moment où les contre-pouvoirs avaient été méthodiquement neutralisés, laissant l'exécutif sans véritable limite interne. À partir de là, le contexte se déploie comme une mécanique, dont chaque engrenage avait déjà commencé à grincer. Les dissolutions répétées du Parlement avaient transformé ce qui devait être un ajustement ponctuel en signal stratégique. L'idée d'un exécutif cherchant à remodeler l'État à son image s'installait progressivement dans l'esprit public. Dans les rues, ce qui ressemblait à un bras de fer constitutionnel prenait la forme d'un verrouillage politique de plus en plus assumé. Les frustrations économiques, l'effondrement des services publics et un sentiment d'abandon général ont diffusé la colère comme une traînée de poudre, révélant un mécontentement profond qui s'enracinait bien au-delà de la seule scène politique. Les rumeurs de fonds détournés et de contrats opaques n'ont fait qu'accentuer la suspicion ambiante. Lorsque la prolongation du mandat présidentiel est apparue comme un arrangement politique plutôt qu'une décision de justice, un seuil invisible a été franchi. Les casernes comme les quartiers populaires ont perçu cette mesure comme un point de non-retour. La légitimité du pouvoir ne s'effritait plus, elle semblait se dissoudre. C'est dans ce environnement déjà fragilisé qu'un parallèle implicite avec les transitions du Sahel, notamment celles associées à Ibrahim Traoré, a commencé à structurer les conversations. Non pas parce que les situations étaient identiques, mais parce que l'idée d'une intervention corrective circulait déjà dans l'imaginaire régional. Ainsi, lorsque la crise a finalement basculé, beaucoup n'y ont pas vu une rupture imprévisible, mais l'aboutissement presque logique d'une séquence qui s'était refermée sur elle-même. Les premiers instants de la transition prennent forme à travers 2 voix qui, sans se connaître, décrivent la même bascule. Le récit d'un officier de terrain, resté anonyme, offre une perspective saisissante. Il parle d'une capitale suspendue entre la stupeur et un étrange sentiment de soulagement, comme si l'effondrement du pouvoir politique avait libéré un espace inattendu. Selon lui, la peur d'un dérapage cohabitait avec l'impression diffuse que le statu quo ne pouvait plus durer. Cette tension perceptible dans les rues agit comme un prisme révélateur, montrant que l'impact institutionnel se propageait déjà dans les comportements individuels. Le second témoignage, celui d'une infirmière de l'hôpital central, éclaire un autre versant de la même transformation. Elle raconte que, dès la première nuit, les quartiers ont circulé plus librement malgré le couvre-feu, comme si l'absence de direction politique redessinait brièvement les règles du quotidien. Dans son service, les patients commentaient les événements sans panique, mais avec une lucidité surprenante.
Leur crainte n'était pas le chaos imminent, mais le retour au comme avant. Cette nuance dit beaucoup sur l'état émotionnel d'une population habituée aux ruptures successives. Ces deux voix composent un fil narratif discret mais essentiel. Une transition ne modifie pas seulement l'architecture du pouvoir, elle transforme instantanément les microdynamiques sociales. Les gestes les plus simples, se déplacer, parler, observer, deviennent des indicateurs de changement. Et si ces signes semblent fragmentaires, ils convergent vers une question courte mais déterminante. Que vaut une rupture si elle ne change pas le quotidien ? Tout commence par un glissement presque imperceptible, une dissolution. Puis une seconde, les signaux s'additionnent. Les garde-fous institutionnels s'érodent. Les tensions montent, les alliances se délitent, les décisions s'enchaînent, chaque geste creuse le fossé. Rien ne semble arrêter la trajectoire. Dans les ministères, les conversations se font plus basses. Les fonctionnaires perçoivent un changement de ton. Les rumeurs d'affaires opaques se multiplient. Les procédures se figent. Les circuits administratifs s'étouffent. Les services publics déclinent. Les infrastructures se dégradent. Les prix grimpent. Les routes se détériorent. Les hôpitaux manquent de tout. La vie quotidienne se décompose par fragments successifs. La présidence s'éloigne. Littéralement. Le chef de l'État voyage. Paris, Lisbonne, New York. Le pays le voit partir. Le pays ne le voit pas revenir. Un vide se crée, un vide dangereux, un vide structurant. Dans ce vide, la défiance se renforce. Dans ce vide, l'État se fragilise. Dans ce vide, la colère se construit. Elle enfle dans les marchés, elle enfle devant les pharmacies, elle enfle dans les casernes. Les jeunes officiers observent. Comparer devient une habitude. Ils échangent sur les incohérences. Ils notent les contradictions. Ils suivent les transitions voisines. Le nom d'Ibrahim Traoré revient parfois, non comme modèle figé, mais comme symbole d'un basculement assumé. Intervenir quand les mécanismes institutionnels ne tiennent plus. Puis survient la décision qui brise l'équilibre. Un mandat prolongé, un choc immédiat, brutal. Les rues s'embrasent verbalement, les opposants protestent, les citoyens fulminent, les militaires observent, silencieux, calculateurs. La scène politique vacille. Les élections se paralysent. Deux camps proclament victoire. Aucun résultat officiel. Le pays entre dans une zone grise. Un système entier chancelle. C'est là que la séquence s'accélère. Une nuit. Une seule. Les unités spéciales se déploient, sans bruit, sans heurts, sans hésitation. Elles prennent les ponts, les axes principaux, la radio nationale. Elles encerclent la présidence. Pas de tir, pas de chaos, pas d'improvisation. L'opération est méthodique, tranchante, contrôlée, activée, neutralisée, basculée. À l'aube, le président est arrêté. Les frontières se ferment, l'espace aérien se verrouille, les ministres sont rassemblés. La hiérarchie militaire s'affirme, droit, compact, déterminé. L'armée parle peu, l'armée agit beaucoup. Pour certains habitants, c'est un soulagement. Pour d'autres, une inquiétude. Pour tous, un moment suspendu. Les réactions se déploient aussitôt. Dans les rues, un mélange étrange. La surprise, l'espoir, la fatigue accumulée. Certains dansent, d'autres prient, beaucoup observent. Personne ne peut ignorer la gravité de la scène. Le pays bascule d'un état vers un autre, entre rupture et tentative de préservation. À l'étranger, les chancelleries s'agitent, les communiqués affluent. On parle de risque régional, on parle de précédents dangereux. Mais sur le terrain, la lecture diffère. Les habitants évoquent une libération. Les militaires parlent de sauvetage. Les quartiers parlent d'un poids retiré. Cette divergence de récits montre une fracture fondamentale entre la perception interne et la narration externe. La séquence se clôt sur une certitude, rien ne redeviendra comme avant. Ce basculement n'est ni soudain ni spontané. Il est le résultat d'un enchaînement précis, où chaque étape, chaque omission, chaque tension a façonné le point de rupture. Et si l'armée est intervenue, c'est dans un contexte où l'effondrement semblait déjà en marche, où la comparaison implicite avec des trajectoires comme celle d'Ibrahim Traoré avait préparé l'imaginaire collectif à une issue de ce type. La transition ouverte à Bissau ne peut être comprise sans examiner les écarts structurels qui ont rythmé les dernières années du régime renversé. Les faits quantitatifs ne racontent pas toute l'histoire, mais ils éclairent la mécanique profonde qui a conduit au point de rupture. Ici,
3 deltas suffisent pour révéler un système en perte d'absorption, où chaque variation mesure moins un événement qu'un glissement durable. Le premier chiffre concerne la participation aux consultations politiques internes, affaiblie par une dynamique institutionnelle déjà fragile, près de 30% de recul en 2 ans. Cette baisse traduit une érosion continue de la confiance dans l'arbitrage étatique. Ce delta ne se réduit pas à une statistique, il devient un indicateur d'essoufflement démocratique. Lorsque les citoyens tiennent de croire que les mécanismes institutionnels peuvent régler les conflits, la tension sociale se transforme en pression politique diffuse. L'espace public se remplit alors d'attentes contradictoires, de frustrations accumulées et d'une impatience qui redéfinit la manière dont chaque geste gouvernemental est perçu. Le seuil critique n'apparaît jamais d'un coup. Il s'avance comme une marée lente, mais certaine. Le deuxième chiffre porte sur la présence du chef de l'État sur le terrain, élément central de la perception populaire, plus de la moitié du temps passé à l'étranger durant la fin du mandat. Cette absence prolongée fragilise mécaniquement la médiation entre gouvernants et gouvernés. Ce glissement crée un vide institutionnel, où les conflits locaux ne trouvent plus d'interlocuteurs politiques immédiats. L'administration perd sa capacité d'amortir les tensions, les réseaux locaux s'épuisent en tentative d'autorégulation, les frustrations deviennent des signaux d'alarme. Dans ce contexte, l'absence de proximité physique équivaut à une absence symbolique, précisément au moment où la cohésion nationale dépendait d'une présence forte et régulière. Le troisième chiffre, moins facilement quantifiable mais tout aussi déterminant, touche à la légitimité perçue. Un delta négatif brutal dans la confiance collective après la prolongation du mandat. Cette chute rapide reflète une rupture directe entre loi affichée et loi appliquée. Même sans pourcentage officiel, la cohérence des témoignages indique un basculement massif. Lorsque les citoyens et les casernes interprètent une décision comme un arrangement politique, la ligne de séparation entre autorité et pouvoir se brouille. Les institutions cessent alors d'exister comme espace de régulation et deviennent les scènes d'une contestation latente. Ce troisième delta n'est pas une mesure stricte, c'est une lame de fond émotionnelle dont l'intensité se lie dans la rapidité avec laquelle la crise s'est cristallisée. Pris ensemble, ces 3 écarts dessinent une architecture d'effondrement progressif. Le système n'a pas cédé sous la pression d'un seul événement, mais sous l'accumulation de défaillances structurelles dont les chiffres offrent la radiographie. Le recul de la participation réduit la base démocratique. L'absence du chef de l'État déstabilise la chaîne administrative. La perte de légitimité dissout la capacité d'obéissance volontaire. Une fois ces 3 vecteurs alignés, la rupture n'est plus seulement probable, elle devient presque mécanique. C'est ce paysage quantitatif, fragilité démocratique, vacances politiques, effritement normatif, qui explique pourquoi la transition a été perçue par une partie de la population, non comme un choc inattendu, mais comme un dénouement inévitable. Les défenseurs de l'intervention militaire articulent leur position autour d'un argument central. Les institutions étaient déjà paralysées bien avant l'arrestation du président, et aucun mécanisme démocratique n'était en mesure d'inverser cette trajectoire. Selon eux, la double dissolution du Parlement, les voyages incessants du chef de l'État, les rumeurs de fonds détournés et la prolongation controversée du mandat avaient créé un vide de gouvernance si profond que toute tentative de correction interne aurait été vouée à l'échec. Dans cette lecture, l'intervention ne représente pas une conquête, mais une mesure d'urgence visant à empêcher l'effondrement total d'un appareil administratif déjà fissuré. Ils décrivent une situation où l'État ressemblait davantage à une structure en apnée qu'à une institution capable d'agir. En face, les critiques avancent une objection structurée. Même lorsque les dirigeants commettent des abus graves, la réponse ne peut pas consister à déplacer le centre de l'autorité vers une institution non élue. Ils soutiennent que chaque transition militaire, même qualifiée de corrective, crée un précédent risqué, car elle introduit l'idée que l'armée peut devenir l'arbitre ultime du politique. Selon eux, le danger n'est pas seulement juridique, il est systémique. Une fois la frontière franchie, il devient difficile d'empêcher que d'autres factions, demain, invoquent ce même principe pour justifier un nouveau renversement.
Dans cette perspective, les dérives d'un exécutif affaibli ne suffisent pas à légitimer une suspension du jeu démocratique. Pour répondre équitablement à ces deux positions, il faut replacer les arguments dans la configuration concrète révélée par les événements. Le renversement n'a pas émergé d'un vide théorique. Il s'est produit au moment précis où les trois axes institutionnels, législatif, exécutif et démocratique, avaient été simultanément fragilisés. La comparaison légère entre les deux lectures montre alors une nuance. Les défenseurs considèrent l'intervention comme un rempart contre une chute déjà enclenchée, tandis que les critiques la voient comme un nouvel affaiblissement de la norme démocratique. Dans les faits, les données de la source suggèrent que la rupture a surgi dans un environnement où aucun des deux cadres, intervention militaire ou continuation classique, n'offrait de garantie solide. Une image suffit parfois. Au moment où circule la photographie floue de soldats alignés devant un bâtiment administratif, la perception collective bascule. L'événement n'apparaît plus comme une rupture chaotique, mais comme une prise de contrôle méthodique, presque silencieuse. Cette scène, dépourvue de tension apparente, contraste avec les récits alarmistes venus de l'étranger et agit comme un révélateur inattendu. Elle impose l'idée qu'un ordre provisoire pourrait remplacer un système déjà vacillant. Dans les rues, les discussions changent de ton. On ne parle plus seulement de l'effondrement d'un pouvoir, mais d'une possible réorganisation. Le parallèle implicite avec d'autres transitions régionales, où des figures comme Ibrahim Traoré ont redéfini l'imaginaire de la souveraineté, amplifie cette relecture. L'image devient alors une charnière narrative. Elle transforme une crise perçue comme descendante en hypothèse d'un recentrage. Cette révélation du midpoint marque un glissement subtil mais décisif. La transition n'est plus envisagée uniquement sous l'angle de la rupture, mais comme un espace d'opportunité où la stabilité, même fragile, cesse d'être impensable. Les premières conséquences de la transition s'observent au cœur même des institutions. Elles doivent désormais fonctionner sans direction politique clairement établie, dans un espace où les cadres intermédiaires improvisent pour maintenir une continuité minimale. Les structures administratives, déjà affaiblies par des années de tension, se retrouvent contraintes d'absorber des responsabilités élargies. Chaque jour, sans clarification, renforce l'incertitude. Chaque semaine, sans cap précis, fragilise davantage la cohérence interne. Pour certains observateurs, cette vacance agit comme un test. Déterminer si l'appareil d'État peut tenir en apesanteur ou s'il s'effondrera sous son propre poids. Le parallèle implicite avec d'autres transitions du Sahel, notamment celle où Ibrahim Traoré a symbolisé une refonte rapide, nourrit les spéculations sur la possibilité d'une réorganisation profonde. Sur le plan économique, les effets sont immédiats mais ambivalents. Les secteurs déjà fragiles, infrastructures médicales, réseaux routiers, approvisionnement de base, ressentent la paralysie induite par le changement de pouvoir. Les services essentiels peinent à fonctionner, et les chaînes logistiques se tendent. Chaque retard devient un signal d'alerte. Chaque rupture d'approvisionnement s'interprète comme une conséquence directe de l'instabilité. Pourtant, dans le même temps, la transition remet au centre du débat public une question longtemps contournée. Le contrôle et la gestion des ressources nationales. Les discussions sur la transparence des contrats, souvent reléguées aux marges du discours politique, reprennent de la vigueur. Certains y voient l'occasion de redéfinir un cadre plus cohérent, inspiré, de loin, par des trajectoires souverainistes régionales. Au niveau social, l'impact le plus évident demeure l'explosion émotionnelle qui a accompagné la chute du pouvoir. Dans les rues, la rupture n'a pas libéré la peur, mais une forme de soulagement mêlé de fatigue. Chaque visage porte la trace d'un temps long. Chaque conversation reflète le besoin de rompre avec un passé saturé de frustration. La jeunesse, particulièrement, joue un rôle crucial. Hyper connectée, elle diffuse images, récits et interprétations, transformant l'événement en phénomène culturel autant que politique. Beaucoup d'entre eux observent les transitions voisines, où la figure d'Ibrahim Traoré est devenue un repère symbolique, et interprètent la séquence actuelle non seulement comme un renversement, mais comme un possible point de départ. À l'échelle régionale, la relecture de la transition à travers le prisme du Sahel est immédiate. Les chancelleries étrangères examinent chaque décision comme un indice d'alignement potentiel avec les dynamiques déjà visibles au Burkina Faso, au Mali ou au Niger.
Chaque geste devient un signal. Chaque silence prend valeur d'interprétation. Pour les partenaires internationaux, l'incertitude réside dans la direction future, stabilisation prudente, resserrement souverainiste ou dérive prolongée. Dans ce paysage mouvant, la transition de Bissau agit comme catalyseur, révélant des tensions déjà présentes et donnant à chacune une intensité nouvelle. En somme, les conséquences institutionnelles, économiques, sociales et régionales ne créent pas un monde inédit. Elles dévoilent un système qui se reconfigure sous contrainte. La transition ne garantit rien, mais elle ouvre un espace où de multiples trajectoires deviennent possibles, y compris celles que l'imaginaire populaire associe désormais, parfois à tort, parfois à raison, à des figures comme Ibrahim Traoré. À ce stade de la transition, 3 trajectoires distinctes émergent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne constituent pas des prédictions, mais des cadres d'analyse permettant de comprendre comment les dynamiques déjà présentes pourraient évoluer. Chacune repose sur un ensemble de conditions, non sur une logique mécanique. Ce sont les décisions des prochains mois, plus que les événements déjà passés, qui orienteront la suite. Le scénario de base s'appuie sur une stabilisation fragile. La hiérarchie militaire maintient un contrôle mesuré, sans division interne majeure. Les institutions, bien que limitées, reprennent une partie de leur fonctionnement minimal, notamment dans l'administration locale et la gestion quotidienne des services essentiels. Les partenaires régionaux optent pour une approche d'attente, tolérant la transition tant qu'elle évite les dérives spectaculaires. Dans ce cadre, la population ressent un apaisement léger. Rien ne s'améliore vraiment, mais rien ne se dégrade brutalement. C'est une respiration courte, non une transformation. Le scénario optimiste repose sur la capacité du leadership transitoire à engager un dialogue structuré avec les corps intermédiaires, fonctionnaires, autorités locales, opérateurs économiques, organisations civiles. Une telle ouverture permettrait de redéfinir des priorités institutionnelles, notamment autour de la transparence des contrats, de la gestion des ressources naturelles et de la réorganisation administrative. Si ces gestes s'enchaînent avec cohérence, une dynamique de reconstruction pourrait apparaître, donnant au pays l'impression que les promesses ne restent pas abstraites, mais se traduisent par des améliorations tangibles. Dans ce scénario, la transition devient un début plutôt qu'une parenthèse. Le scénario sombre, enfin, est celui d'un enlisement. Les tensions au sein de l'appareil militaire s'exacerbent ou les pressions régionales compliquent la gouvernance. Les réformes annoncées restent bloquées. Les institutions se fragmentent davantage et les rivalités locales ou sectorielles ressurgissent. Dans ce cas, la population bascule d'un espoir prudent vers une méfiance dégénéralisée. L'économie se contracte davantage, les services publics perdent leur cohérence minimale et la transition devient une zone d'incertitude permanente. Le pays s'installe alors dans un cycle où chaque tentative d'ajustement génère une nouvelle instabilité. Face à ces 3 trajectoires, une seule recommandation de pensée s'impose. Analyser l'évolution non pas à travers les annonces, mais à travers les mécanismes réellement mis en place. Les signaux faibles, plus que les discours, révéleront la direction véritable. Pour de nombreux citoyens, la transition n'est pas seulement une rupture politique, elle devient une épreuve intime, un moment où chacun tente de comprendre ce que l'avenir peut encore offrir. Chez les jeunes, cette dimension est particulièrement visible. Ils ont grandi dans un environnement marqué par la dégradation des services publics, l'instabilité institutionnelle et la normalisation des rumeurs de corruption. La chute du pouvoir ouvre alors un espace mental inédit, un mélange de curiosité, de prudence et de désir de voir enfin émerger une trajectoire qui ne se referme pas sur elle-même. Leur engagement, souvent numérique, façonne déjà la manière dont les récits circulent dans le pays. La diaspora, de son côté, observe la scène avec une attention soutenue. Beaucoup ont quitté le pays faute de perspectives claires ou de sécurité administrative. Pour eux, la transition réactive un lien émotionnel longtemps mis en veille. Ils s'interrogent sur la possibilité d'un retour, même lointain, non par nostalgie, mais par volonté de contribuer à une reconstruction institutionnelle qu'ils jugent nécessaire. Leurs échanges, sur les réseaux comme dans les communautés locales, montrent une alternance constante entre prudence analytique et désir de croire en un redressement crédible. Quant aux observateurs régionaux, ils évaluent l'événement selon une logique stratégique.
Incarne-t-il une simple correction interne ou le signe d'un repositionnement plus large dans un Sahel en recomposition? Leur regard, plus distant, influence néanmoins les perceptions locales, car chaque prise de position extérieure devient un indicateur des attentes internationales. Face à ces trois groupes, jeunes, diaspora, observateurs, une question rhétorique s'impose. Comment transformer une transition incertaine en horizon partageable? La réponse n'est pas immédiate, mais elle commence par reconnaître les besoins, les craintes et les aspirations spécifiques de chacun. Pour qu'une transition devienne plus qu'une suspension, elle doit s'appuyer sur une feuille de route précise, lisible et mesurable. Les attentes sociales sont fortes, les institutions fragiles et l'imaginaire régional où des figures comme Ibrahim Traoré symbolisent une souveraineté retrouvée exercent une influence diffuse. Dans ce contexte, 4 étapes peuvent structurer un chemin réaliste sans promesses excessives. La première étape consiste à rétablir la capacité opérationnelle des institutions de base. Les administrations locales, les services de santé et les dispositifs de contrôle budgétaire doivent être remis en état minimal. Sans cette cohérence première, toute décision politique sera absorbée par l'urgence de simplement maintenir le système en vie. L'objectif n'est pas l'efficacité totale, mais la réactivation de mécanismes capables de soutenir la trajectoire suivante. La deuxième étape consiste à clarifier les priorités économiques. La gestion des ressources naturelles, noix de cajou, pêche, bois, doit être renégociée avec transparence. L'enjeu n'est pas seulement technique, il conditionne la confiance publique et structure les alliances internes. Un cadre clair réduit les zones d'opacité qui ont alimenté la défiance des dernières années. La troisième étape consiste à instaurer des indicateurs simples mais réguliers. Disponibilité des médicaments, délais administratifs, entretien des routes, fonctionnement des écoles. Ces repères concrets permettent à la population d'évaluer la progression réelle au-delà des discours. Ils créent un langage commun entre institutions et citoyens. La quatrième étape consiste à fixer un calendrier politique réaliste. Pas un retour précipité aux urnes, mais une séquence ordonnée où chaque réforme institutionnelle s'accompagne d'un mécanisme indépendant de contrôle. Cette approche évite que la transition se transforme en zone grise prolongée. Au fond, la feuille de route ne dépend pas de la vitesse, mais de la cohérence. Avancer peu, mais avancer juste. Lorsque l'officier anonyme décrivait une capitale suspendue entre la stupeur et un étrange soulagement, il traçait sans le savoir le fil qui relie tout ce moment de transition. Cette suspension, à la fois fragile et tenace, réapparaît aujourd'hui comme un motif central, celui d'un pays qui avance sans certitude, mais qui refuse désormais l'immobilité. Les murmures des premières heures, les regards échangés dans les rues, les conversations hésitantes dans les hôpitaux composent une même texture émotionnelle, faite d'inquiétude et de désir de recommencer. Dans cette atmosphère, les parallèles régionaux, où des figures comme Ibrahim Traoré ont incarné la possibilité d'un recentrage souverain, ajoutent une densité supplémentaire. Non parce qu'ils dicteraient un modèle, mais parce qu'ils rappellent que même dans les périodes de rupture, certains choix peuvent transformer le vide en point d'appui. Ici, rien n'est garanti. La reconstruction n'est ni automatique ni écrite d'avance. Pourtant, une intuition persiste, proche de celle que percevait l'officier dans les premières heures. Un seuil a été franchi et le retour en arrière n'est plus envisageable. Le mouvement importe davantage que la vitesse. Dans un moment où chacun tente encore de comprendre l'ampleur de la transition, la parole publique devient un espace rare, un lieu où il est possible de réfléchir sans devoir choisir immédiatement un camp. La transformation politique qui s'esquisse ne dépendra pas seulement des réformes institutionnelles ou des décisions économiques, mais aussi de la manière dont les citoyens accepteront de penser ensemble ce basculement. Les récits qui circulent, les comparaisons régionales, les analyses venues de l'extérieur influencent la perception du présent autant que la vision de l'avenir. Plutôt qu'un appel à l'adhésion ou à la méfiance, l'enjeu est d'encourager une conversation collective, comprendre ce qui change réellement, ce qui demeure et ce qui pourrait encore évoluer. Les mots-clés qui traversent déjà les débats, Burkina Faso News, Ibrahim Traoré, Burkina Faso, Ibrahim Traoré Interview, témoignent d'un intérêt croissant pour les trajectoires voisines et pour les modèles alternatifs de gouvernance,
sans qu'il soit nécessaire d'y voir une orientation imposée. Alors, une question demeure ouverte, non pour clore la discussion, mais pour l'amplifier. Quels signes permettront d'identifier si cette transition devient une voie durable ou seulement un détour dans l'histoire politique du pays ?